Bonjour Liam. Alors, les réformes électorales au Maroc, au cœur de vifs débats, c'est le moins qu'on puisse dire. Et oui, les élections approchent, Rachid, plus que quelques mois et le pays entrera officiellement dans le cycle électoral. Et comme souvent, à cette période, les réformes s'accélèrent, mais les débats aussi. Et hier, à la Chambre des représentants, ils ont adopté 3 lois majeures, comme le rapporte le brief. La première réforme revoit l'organisation des élections législatives, candidature, mode de scrutin, liste. Le second actualise les règles des partis politiques, fonctionnement interne, finance, sélection des candidats. Et le troisième encadre l'usage des médias audiovisuels publics en campagne. Une modernisation nécessaire, mais qui continue de diviser. Dans H24 Info, un point aussi a cristallisé les tensions. Et depuis des mois, c'est la participation des jeunes. Le gouvernement a finalement abaissé le seuil minimum pour obtenir un financement public de 5%. Il est désormais fixé à 2%. Et avec cette révision, le financement devient un peu plus accessible et l'État, à partir de ce seuil, peut couvrir jusque 75% des frais de campagne des moins de 35 ans. C'est une mesure pour encourager l'engagement de la jeunesse, une demande récurrente par ceux qui la réclament et qui rappellent que la politique ne peut pas se faire sans les jeunes, sans leur voix. Mais là encore, la question demeure, est-ce que cela va suffire à relancer leur participation dans un pays marqué par une abstention massive des moins de 30 ans aux élections? Et le chantier le plus explosif, on l'a dit, reste celui du numérique. Média24 revient sur 2 articles qui enflamment les discussions. L'interdiction du sponsoring des publications politiques sur les plateformes numériques et un nouveau dispositif pénal contre les fausses informations électorales. L'intention est claire, limiter l'influence extérieure et lutter contre la manipulation en ligne. Le problème, c'est le flou. Quand ces interdictions s'appliquent-elles exactement? Est-ce que c'est seulement pendant la campagne ou tout au long de l'année? Et comment définir précisément une fake news électorale? Dans un paysage politique où les réseaux sociaux jouent un rôle décisif et parfois inégal selon les moyens des partis, cette zone grise inquiète autant qu'elle rassure. L'Afrique a décidé de s'unir pour protéger les victimes du terrorisme. Oui, on en a parlé à Rabat. L'Afrique a parlé d'une seule voix. Et comme le rapporte Maroc 24, la première conférence internationale dédiée aux victimes africaines du terrorisme s'est ouverte hier dans la capitale marocaine. Objectif, remettre les survivants au centre des réponses. Nasser Bourita a résumé l'esprit de la rencontre. Le terrorisme est une déchirure du tissu social. Et derrière cette phrase, une réalité, des déplacements de population, déscolarisation, la destruction de communautés entières et surtout des vies brisées. La déclaration de Rabat adoptée par les ministres insiste sur la dignité et la protection juridique, une approche donc africaine fondée sur le rôle des victimes elles-mêmes qui sont désormais reconnues comme des actrices clés dans la prévention et la résilience. Et cette solidarité, on la retrouve surtout sur le terrain. Malik Jet raconte comment au Sahel, les forces spéciales nigériennes ont escorté 82 citernes de carburant offertes au Mali sur 1400 km de route protégée par 5 bataillons. Et au-delà du ravitaillement, c'est un geste symbolique et politique, celui de l'Alliance des États du Sahel qui veut prouver que la lutte contre le terrorisme passe aussi par la mobilité, la coopération militaire et un message clair envoyé aux populations. Ici, on est en famille, témoignent les soldats maliens et nigériens, une fraternité forgée dans l'épreuve. Mais la lutte du terrorisme ne se joue pas uniquement sur le front africain. En Europe, la justice affine aussi sa définition des victimes du terrorisme. Dans un arrêt majeur révélé par France 24, la Cour de cassation française a redéfini les critères permettant d'obtenir ce statut de victime du terrorisme. Elle reconnaît désormais que les personnes traumatisées ou indirectement touchées par une attaque, même sans blessure physique, peuvent être considérées comme victimes. Une décision qui souligne que le terrorisme laisse des traces autant invisibles que visibles. L'intelligence artificielle est officiellement classée comme menace d'après un rapport de l'ONU. Oui, c'est un nouveau signal d'alarme qui vient d'être tiré par les Nations Unies dans un rapport très attendu révélé par Euronews. Le programme des Nations Unies pour le développement affirme aujourd'hui que l'intelligence artificielle n'est plus seulement une révolution technologique, mais un facteur de fracture mondiale. L'IA avance trop vite, les pays beaucoup trop lentement. Résultat, un risque de grande divergence où les nations capables d'investir dans les infrastructures et les compétences prennent une avance définitive, tandis que les autres restent sur le bord de la route. Un monde, rappelons-le, ou encore un
quart de la planète ne peut toujours pas se connecter simplement à Internet. Une vision inquiétante, mais Mediapart va encore plus loin. Et dans un long papier titré « L'IA, les portes de l'enfer », ce dernier pointe 3 menaces majeures. Les licenciements déjà visibles dans plusieurs secteurs, notamment les services, l'impact écologique colossal des data centers et la perte surtout progressive de l'esprit critique. Des chiffres impressionnants aussi, une recherche via l'IA consommerait 30 fois plus d'énergie qu'une recherche classique. La génération d'une image nécessiterait jusque 5 litres d'eau et selon le Capital, 25 000 emplois auraient déjà disparu en un an aux États-Unis à cause de l'automatisation. Pour Mediapart, la conclusion est claire, l'IA n'est pas un progrès neutre, mais une technologie qui accélère des vulnérabilités déjà présentes. Mais tout le monde, justement, ne partage pas ce pessimisme. L'Express, dans un entretien avec le chercheur américain Michael Solon, adopte une lecture radicalement différente. Pour lui, l'IA pourrait être un miracle économique comparable à la révolution industrielle, une technologie capable de créer plus d'opportunités qu'elle n'en détruit, à condition, dit-il, de ne pas étouffer une régulation trop lourde. Là où l'Europe mise sur les lois et des textes pour réguler l'IA, les États-Unis, eux, préfèrent la flexibilité du marché, deux visions donc opposées, deux routes pour aborder le même futur. Et enfin, l'opinion publie un texte du docteur Mahjoub Abdeldaim, beaucoup plus nuancé. Oui, l'IA va transformer les métiers, notamment en médecine. Oui, elle ira plus vite que l'humain. Mais non, elle ne pense pas et surtout, elle ne décide pas. Il rappelle que l'IA peut penser vite, mais l'humain pense juste. Une manière de dire la machine amplifie, mais l'humain oriente. Alors, menace ou opportunité, une chose est sûre, l'IA n'est plus un simple outil, elle est devenue un enjeu mondial, un débat de société et peut-être le test le plus important de notre capacité collective à gouverner le progrès. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 décembre 2025. Quel autre 3 décembre avez-vous retenu pour nous en parler aujourd'hui ? Alors, j'ai retenu le 3 décembre 1967, jour où un cœur avait cessé de battre, mais a redonné la vie. Au Cap, en Afrique du Sud, une salle d'opération se prépare à tenter l'impossible, transplanter un cœur humain dans une autre poitrine. Autour de la table, le chirurgien Christian Bernard et 30 autres personnes et près de 10 heures d'opération. Le cœur est celui de Denise, 25 ans, morte dans un accident. Il est destiné à Louis, 55 ans, condamné par une insuffisance cardiaque. Quand le cœur est recousu, puis redémarre, le monde comprend que la première greffe cardiaque de l'histoire vient d'avoir lieu, une révolution médicale. Louis survivra 18 jours, emporté par des traitements encore balbutiants, mais pas par la greffe elle-même. Et dans ce pays brisé par l'apartheid, un autre geste passe presque sous silence. Le rein de Denise est greffé à un petit garçon noir de 10 ans, Jonathan. Cette fois, c'est un succès. Christian Bernard deviendra une icône pour la médecine, mais aussi une icône pour avoir dénoncé publiquement l'apartheid, parce que cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement d'une opération, c'était une histoire africaine, une histoire de science, de courage et d'humanité, une nuit où le cœur de l'Afrique a battu plus fort que le reste du monde. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse très très complète.